Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir le 9e président de l'État d'Israël et lauréat du prix Nobel, l'ancien Premier ministre et un homme qui fait partie de l'histoire et des grandes décisions de l'État d'Israël depuis plus de 60 ans. Le président Shimon Peres, merci infiniment d'être venu dans nos studios au port de Jaffa à Jérusalem. Toda Rabba. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a personne en Israël, il n'y a personne dans le monde entier peut-être, qui discutera le fait que ce que vous avez amené à la présidence, à la résidence présidentielle est quelque chose d'incroyable. Vous avez ramené le respect, l'honneur, vous avez ramené l'esprit jeune, des résultats extraordinaires. Ma question est, il y a 2 jours, a été élu par Israël un nouveau président. Est-ce que vous avez peur que le nouveau président ne réalise pas, n'arrive pas aux résultats auxquels vous êtes arrivé? Mais non, il a le droit de faire ce qu'il pense devoir faire. Il n'a pas besoin de ma permission. J'espère simplement qu'il regardera vers l'avenir, de la même manière que vous l'avez fait. Oui, tout le monde doit regarder vers l'avenir. Je pense que le passé est mort. Ça n'a aucun sens de dialoguer avec le passé. Et que voyez-vous pour l'avenir d'Israël? Je pense que cela dépend beaucoup d'Israël. Israël a des chances et des occasions extraordinaires ainsi que des dangers importants. Et en grande partie, cela dépend d'Israël même. Vous savez, les gens pensent que c'est les autres qui vous déplacent ou vous font bouger. Non, c'est vous qui bougez vous-même. Et Israël est la preuve assez inhabituelle que l'on peut faire de véritables choix sur la voie à suivre. Nous avons commencé avec rien et nous sommes arrivés au sommet. Et nous pouvons arriver encore de plus haut sommet. Il y a des endroits qui sont encore plus hauts que le sommet si on fait les choses correctement. Mais nous pouvons aussi perdre. Nous devons nous méfier d'être satisfaits de nous-mêmes. Et il faut essayer de penser, de ne pas penser aux petites choses, comme on dit. Il faut toujours passer en grand. Chaque personne est aussi grande que les choses auxquelles elle aspire et les choses qui lui importent. Vous avez ramené la pertinence et l'actualité à la présidence. Ce n'est pas seulement une position de cérémonie, c'est une position au sein de l'État importante. Et il y a quelques mois, nous avons entendu que le Premier ministre Netanyahou voulait annuler ce rôle de président en Israël, la présidence en Israël. Est-ce que c'est, vous pensez, parce que vous avez eu une telle influence politique et une influence sur les prises de décision en Israël en étant président? Vous êtes différent de tous les présidents. Écoutez, vous êtes une très gentille dame, vous ne voulez pas que je me compromette maintenant. Non, 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 je ne relève pas ce défi. Il a sa manière de penser, moi j'ai la mienne. Et je ne pense pas en termes de personnalité, croyez-moi. Ce n'est pas une question personnelle. Je pense qu'il faut décider ce qui est bon ou mauvais, pas seulement qui a raison ou qui a tort. Mais on a vu quand même que vous vous êtes souvent opposé, vous avez donné votre avis à des décisions du Premier ministre, Netanyahou, qui ne vous convenaient pas. Et est-ce que pour vous, c'est le rôle du président en Israël, justement, de dire ce qu'il a à dire, même quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement? Je ne crois pas. Je pense que une personne doit avoir sa propre vérité et servir cette vérité. Je crois qu'un leader ne doit pas être là pour diriger, mais pour servir. Vous savez, j'ai été au gouvernement, maintenant je suis à la présidence, on ne peut pas comparer. Quand j'étais Premier ministre, la majorité du temps, j'étais occupé à gérer des tensions, des frictions entre les ministères, les partis politiques. Je passais ma journée à ça sans cesse. J'y passais tout mon temps. Un Premier ministre n'a vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit parce qu'il est tellement occupé à maintenir le cabinet uni autour de lui que
Et un Premier ministre français m'a dit, c'était Roger Monory qui avait un grand sens de l'humour, il m'a dit « Mon rôle, c'est d'arriver à la réunion du gouvernement le matin, compter combien de ministres participent et avant la fin de la réunion ministérielle, compter à nouveau combien il en reste pour voir quelle est ma situation. » Non, moi je ne pense pas comme ça, mais aujourd'hui, je n'ai pas de friction, je n'ai pas d'administration à gérer. J'ai découvert quelque chose qui a changé mon état d'esprit. Ce qui est tellement difficile à réaliser par la discipline, l'ordre, les responsabilités, est bien plus facile à réaliser en demandant à des volontaires. Ne donnez pas d'ordre, proposez des offres. La même personne qui est contre la loi, qui est stricte, le commandant, non, demandez-lui d'être volontaire, vous allez voir comment il va tout vous organiser. En fait, le pouvoir véritable se base sur le volontariat, pas sur le pouvoir, mais sur la confiance. Si quelqu'un pense différemment, je n'ai rien contre. Mais je pense que c'est ça la bonne façon d'agir. Nous parlons de politique, Monsieur le Président. Vous pouvez parler un petit peu au niveau d'une erreur politique que vous regrettez dans votre carrière politique? Je ne crois pas qu'il y ait de carrière politique et je ne pense pas qu'il y ait une profession qui s'appelle politique. La politique, ça fait partie de la vie. Vous devez vous occuper du quotidien, de la vie à long terme. Je ne me suis pas préparé à être un politique. Je ne rêvais pas d'être un politique. Comme beaucoup d'entre nous, y compris, je suis sûr, vous-même, vous avez été emporté par la politique. Vous n'avez pas choisi la politique. Ce n'est pas un choix. Et quand une nation est en guerre, eh bien, vous vous mobilisez. Vous vous dites pas, vous n'avez pas voulu la guerre, mais vous devez vous mobiliser. S'il faut la paix, c'est pareil. Mais je crois que la politique, c'est l'art du comportement. Chaque personne peut être aussi petit que son ego, ce qui est le cas naturel, et aussi grand que la cause qu'il sert. Et ça, c'est le bon choix. Donc, on peut faire des choix. Et je crois que par rapport au peuple même, ou bien aux personnes, ou bien vous leur faites confiance, ou bien vous les soupçonnez. Les gens sont soupçonneux envers les autres et ils ont peut-être raison. Mais moi, je crois que si vous faites confiance, vous avez beaucoup à gagner. Vous recevrez de leur part beaucoup de soutien, un soutien extraordinaire. Peut-être que certains d'entre eux ne méritent pas la confiance. Vous pouvez commettre des erreurs, mais si je dois choisir quelle erreur commettre, si c'est en faisant confiance ou en étant défiant, eh bien moi je préfère les erreurs commises par trop de confiance que par trop de méfiance. Alors parlons maintenant du processus de paix avec les Palestiniens. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'y a plus de processus de paix, en tout cas plus de discussion. Est-ce que vous diriez que c'est plutôt la faute des Israéliens ou des Palestiniens ? Je pense que c'est une erreur de faire tant de déclarations. Je pense que les négociations devraient être discrètes dès la minute où le processus de paix devient un concours de discours, c'est la fin du processus de paix. Parce que les discours ne sont pas faits pour convaincre la partie adverse, mais pour convaincre votre propre camp. Et donc, le but du processus de paix, c'est de convaincre votre propre camp, parce qu'ils vous disent toujours « Oui, nous sommes pour la paix, nous sommes prêts à payer le prix », mais ils ne savent pas négocier. Ils vous disent « Vous faites trop confiance, vous donnez trop, faites attention ». Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors, la véritable réponse, c'est que si vous n'êtes pas généreux, si vous n'essayez pas de comprendre l'autre partie, vous n'avez aucune chance. Et vous ne pouvez pas négocier toujours en regardant la partie la plus faible de votre partenaire.
Je dis qu'il y a deux choses dans la vie que vous ne pouvez pas faire avec les yeux ouverts. C'est l'amour et la paix. Il faut fermer un peu les yeux pour ne pas voir tous les désavantages, parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Mais chacun d'entre nous a le droit de poursuivre ou de chercher la perfection. Vous diriez qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'Israël a raison de ne pas reconnaître ce gouvernement d'unité palestinien qui est reconnu par toute la communauté internationale? L'idée d'avoir un gouvernement est une bonne idée qu'Israël devrait soutenir. Mais la mauvaise partie de cela, c'est que si on appelle cette union une union, ça c'est un problème. Je l'ai dit à Arafat avant Abou Mazen, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai dit à Arafat, si vous avez deux fusils, vous n'aurez pas une nation. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes unifiés en tant que peuple, mais nous avons deux sortes d'armes. L'une qui tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Sans le vouloir, je suis devenu professeur d'Arafat en lui expliquant pourquoi Lincoln a fait la guerre. Ça a été pour unir son peuple. C'était pareil pour Ben Gurion. Si vous ne vous unissez pas, vous aurez une guerre civile. Je suis pour l'union, l'unité, mais... Le Hamas doit dire qu'il s'oppose au terrorisme, qu'il reconnaisse Israël, qu'il respecte les accords. Ce sont de pauvres gens qui ne dépensent pas tellement d'argent pour des armes. Enfin, c'est terrible. Vous savez, il faut pailler à vos opposants, à vos ennemis, avec une bonne raison. Et ils n'ont pas de bonne raison à être nos ennemis. Nous sommes partis de Gaza, ils sont complètement indépendants, ils continuent à tirer. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? C'est eux qui ont la réponse. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement unifié et avoir dans le même verre ou dans le même pot l'eau et le feu. Ça ne se mélange pas. Il faut être très clair. Il n'y a pas de feu. Je pense que c'est compréhensible. Je voudrais vous demander, poser deux questions qui peut-être sont reliées l'une à l'autre. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde de football. Je sais que vous aimez le foot. Où est-ce que vous allez regarder l'ouverture du mondial et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? C'est relié, hein? Écoutez, je regarde le football avec d'autres yeux. Je pense que le football est un instrument d'éducation, c'est un exercice d'éducation. Le football a été la première chose qui a ignoré le racisme, qui n'a pas regardé, par exemple, la couleur des jambes des footballeurs. Ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs. Ils regardent leur capacité, leur mérite. Et le football offre à tous, du plus pauvre enfant du monde, l'espoir de devenir une grande étoile. Et donc, cela réunit les gens. Le football, en fait, est une guerre sans mort, sans qu'il y ait de tuerie. Au contraire, réunissant les gens. Et donc, mon intérêt au football est d'un point de vue éducationnel. Alors, je ne suis pas sûr que je vais regarder parce que je n'aime pas être assis sur les tribunes. Moi, j'aime bien être sur le terrain. Mais bon, je serai informé, je n'ai pas besoin de tout regarder. Je ne suis pas non plus un professionnel du football, ni un expert. Je vais travailler, comme je l'ai dit, dans les deux mondes si forts qui sont malheureusement ignorés trop souvent. Personnellement, je ne suis pas intéressé par l'argent, je n'ai pas l'intention de diriger des sociétés, ça ne m'intéresse pas, ça ne veut rien dire pour moi. Mais je pense qu'on peut utiliser ces compagnies pour faire de grandes choses. Par exemple, pour qu'ils travaillent pour entrer dans cette ère nouvelle, préparer le monde, et heureusement, les compagnies aujourd'hui ne portent pas de drapeau. Vous ne
revenez pas à la politique alors? Mais c'est quoi la politique aujourd'hui? Je ne reviens pas. Vous êtes le symbole de la politique. Mais non, la politique a changé. Ça a des dimensions différentes, c'est ça que je dis. Je ne reviens pas du tout. Je ne suis pas intéressé à revenir. Ce qui s'est passé, c'est passé. Que sera, sera. Ce qui sera, sera. Et je regarde toujours vers l'avenir et ce qui va se passer. Et le problème, à mes yeux, c'est que nous avons tellement de solutions qui ne se réfèrent à aucune question. Et l'intérêt de la chose de la politique aujourd'hui, c'est d'identifier quelles sont les questions. Quand vous identifiez correctement une question, vous pouvez alors proposer des solutions. Merci beaucoup, Monsieur le Président Shimon Peres. Merci beaucoup de toute la famille de i24 News. Merci d'être venu dans nos studios et merci de nous avoir fait cet honneur. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir pour moi de voir ces trois cultures réunies, la française, l'israélienne et l'arabe, assis ensemble pour essayer de parler de manière claire et honnête. Donc, j'apprécie cela grandement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. شكرا جزيلا سيادة الرئيس.